L'invité de Smart Impact, c'est donc Natacha Tréant. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes maître de conférence, chercheuse au CERAG de l'Université de Grenoble-Alpes, Centre d'études et de recherche appliquée à la gestion. Vous avez notamment étudié les freins, les limites aux actions des entreprises pour limiter leurs émissions de CO2. Le constat de départ, il a été réalisé par CDP, l'ancien Carbon Disclosure Project, organisme britannique à but non lucratif. Donc, ils ont analysé les engagements de 4000 entreprises dans les 7 économies les plus avancées. Je vais les citer: États-Unis, Canada, Japon, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. Il en ressort quoi de ce constat? Il en ressort qu'en termes d'engagement, en termes de réduction d'émissions de CO2, leur trajectoire, elle va vers 2,7 degrés. Donc on est bien loin de l'accord de Paris. Et du coup, ça a été vraiment le départ de ma réflexion et de me dire, mais quelles sont fondamentalement les limites de leurs engagements? Et ce qui ressort, c'est qu'il y a 3 limites en fait à leurs engagements. La première limite, c'est lié à leur engagement qui est en fait mesuré en termes d'intensité et non en absolu. Oui. La deuxième limite, c'est lié au fait qu'elles ne prennent pas en compte la totalité de leurs émissions de CO2. Et la troisième limite, c'est qu'elles ne font pas valider scientifiquement leurs engagements, et notamment par le SBTi, qui est aujourd'hui l'organisme le plus reconnu au niveau mondial. Oui, on va dire les initiatives basées sur la science. Tout à fait. C'est ce que veut dire SBTi. Donc on va détailler ces 3 engagements juste par rapport à ce chiffre global de 2,7 degrés. La France est un peu en dessous, États-Unis, Canada, Japon un peu au-dessus. Si on commence par les engagements, donc en intensité, réduire ces émissions de CO2 en intensité ou en absolu, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire quoi, ça? Alors, un engagement en intensité, c'est mesuré en termes de tonnes de CO2 émises par unité produite ou par chiffre d'affaires. Oui. Ce qui veut dire que pour une entreprise, lorsque son activité augmente, in fine, vous comprenez bien que c'est une augmentation en absolu de ses émissions de CO2. Alors qu'une mesure en absolu, quelle que soit la variation de l'activité, la cible est fixe. Or, en fait, face à l'urgence climatique, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une diminution en absolu des émissions de CO2. Et les entreprises, elles sont très réticentes à s'engager en absolu parce qu'elles ont peur de devoir limiter leur activité économique, donc limiter leur performance financière. L'étude que j'ai réalisée, elle montre qu'en fait, c'est que 12,5% des entreprises du CAC 40 qui, en fait, se sont engagées en absolu et sur la totalité de leurs émissions. Des entreprises comme Orange, comme L'Oréal, comme Schneider. Et en fait, il est tout à fait possible de concilier performance économique et diminution des émissions de CO2 en absolu. Est-ce que ça veut dire changer un peu son modèle quand même économique, par exemple aller vers une économie beaucoup plus circulaire? Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Donc en fait, il y a beaucoup de solutions dans l'économie circulaire, vous avez entièrement raison. Et parmi ces solutions, il y en a une qui, à mon avis, est encore trop peu développée, qui est l'économie de la fonctionnalité. Et l'économie de la fonctionnalité, il s'agit de transformer son business model pour aller vers plus de servicisation. Donc plutôt que de vendre un produit, vous vendez son usage. Les anglophones parlent de product as a service, d'accord? Et alors peut-être juste pour vous donner 2 exemples. IPP, par exemple, l'entreprise IPP c'est des palettes, fabrique des palettes, exactement. En fait, elle ne vend plus ses palettes, elle vend un service de garantie de disponibilité et d'optimisation des flux de ses clients grâce à des capteurs. Et elle va bien évidemment s'occuper de la réparation et de l'ensemble du cycle de vie. Signify, par exemple. Signify ne vend plus un système d'éclairage à des clients comme des entrepôts ou des magasins. Elle va vendre une solution light as a service, c'est-à-dire qu'elle s'engage sur une performance énergétique avec des garanties d'économie d'énergie. Donc elle installe des LED, elle reste propriétaire des LED, elle s'occupe de leur maintenance, de leur réparation, de leur fin de vie, etc. Alors le deuxième engagement, la deuxième limite, c'est la question des scopes. Je vais rappeler scope 1, les émissions directes, scope 2, émissions indirectes liées à l'énergie, scope 3, émissions indirectes liées aux fournisseurs et aux clients. Si je simplifie, je dis c'est le scope 3 qui compte. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui, alors pas dans tous les secteurs, d'accord? Il y a certains secteurs, bien évidemment, où le scope 1 et 2 sont beaucoup plus importants. Vous prenez par exemple les ciments, vous prenez... D'accord. Mais en moyenne, tous secteurs confondus, on considère que les émissions en fait, du scope 3, c'est 75% des émissions totales. Et pour vous donner une idée, les émissions qui correspondent aux fournisseurs, donc ce qu'on appelle le scope 3 amont, c'est 11 fois plus important que les émissions directes. Or, la difficulté, c'est quoi? Alors, peut-être pour vous donner des exemples, on prend Apple, qui est très connu. Simplement, les émissions qui signalent à ses fournisseurs, c'est 78% de ses émissions totales. Nestlé, c'est 80% de ses émissions totales. Alors, la difficulté, c'est que les entreprises, en fait, elles ne mesurent pas la totalité de l'ensemble de leur scope, et en particulier, elles ne mesurent pas, en fait, leur scope 3.
Donc ça, c'est une vraie problématique. Ouais. Et elles ne le font pas d'autant, surtout quand ils pèsent aussi lourd, parce que c'est très difficile de tenir des engagements quand on intègre le scope 3, c'est ça? À la fois, vous avez raison, c'est-à-dire que oui, effectivement, elles ne mesurent pas, parce que déjà, il y a une complexité à mesurer. On pourra en parler après. Et puis ensuite, effectivement, il y a une problématique qui est celle que jusqu'à présent, il n'y avait pas véritablement de réglementation. Il faut aussi voir les choses en face. Ouais. Simplement, pour vous donner une idée, en France, depuis 2012, les entreprises sont soumises à un bilan carbone, les entreprises de plus de 500 personnes. Ouais. Or, c'est que depuis janvier 2023, qu'elles ont une obligation maintenant de calculer et de publier leur scope 3 s'il est significatif. Et au niveau européen, ce qui va fondamentalement changer les choses, c'est l'arrivée de la CSRD. Donc, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est la nouvelle directive européenne sur le reporting de durabilité. C'est les entreprises qui vont être soumises à 2 des 3 critères, plus de 250 personnes, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan, eh bien, elles vont devoir dorénavant déclarer les éléments significatifs de leur scope 3. Ouais, et donc se comparer les unes aux autres, et ça va devenir un élément de différenciation et un élément de concurrence, quoi, tout Exactement, simplement. Tout à fait. Donc là, il y a un levier de transformation important. Vous proposez de passer à l'évaluation inversée. C'est quoi l'évaluation inversée? Parce qu'en fait, quand on essaie de regarder les problématiques des entreprises, il y a une problématique tout simplement déjà de mesure du scope 3 amont par rapport aux fournisseurs. Ouais. Donc que font les entreprises? Elles vont voir leurs fournisseurs et elles exigent de leurs fournisseurs qui leur donnent les émissions par produit, par entité, etc. Ouais. Or, il y a une pression énorme qui est faite sur les fournisseurs, sur des choses qui sont assez compliquées à réaliser. Et en fait, les entreprises clientes deviennent répulsives par rapport à ça. Donc, plutôt que d'aller exiger des choses aux fournisseurs, eh bien, demandez aux fournisseurs ce qu'ils pensent de vos méthodes, demandez aux fournisseurs ce qu'ils pensent de vos approches, de votre organisation, de vos exigences. Et donc, plutôt que systématiquement d'évaluer aux fournisseurs sur ce qu'ils font pas, vous donner des émissions, c'est bien, c'est pas bien, ouais. Et on va, du coup, vous sanctionner si vous n'êtes pas capable de mesurer ou de diminuer vos émissions. À ce moment-là, vous nous évaluez en tant que client, c'est de l'évaluation inversée, ouais. Et ça nous permet ensuite d'avoir des éléments beaucoup plus tangibles en termes d'axes d'amélioration, et on a beaucoup plus d'engagement de la part des fournisseurs. Et en termes d'efficacité, est-ce que ça permet d'accélérer la transformation? Parce qu'il est là le défi d'aujourd'hui. On est tous conscients qu'il faut transformer l'économie, mais est-ce qu'on peut le faire aussi vite que nécessaire, sans trop de casse sociale, etc. etc. Alors, pour accélérer la transformation, il faut déjà être capable, bien évidemment, de mesurer. Si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas agir. Et donc, le point clé, c'est non pas d'exiger de la part des fournisseurs, mais les accompagner déjà dans cette mesure et dans cette transformation. Et l'accompagnement, c'est le deuxième point qui est clé de la part des clients. Juste pour vous donner un exemple que je trouve très bien, c'est celui de Walmart. Walmart, en fait, il s'est engagé en absolu à réduire 1 milliard d'émissions de CO2 à horizon 2030 auprès de ses fournisseurs. C'est ce qu'ils appellent le Gigaton Project. Ouais. Eh bien, ils ont dédié un site uniquement pour leurs fournisseurs, en leur mettant à disposition des calculateurs carbone, en leur proposant des formations et aussi en les aidant à travailler sur des choses très concrètes qui sont l'agriculture, l'électricité, le packaging. Ça, c'est de l'accompagnement. Est-ce que la grande distribution en France prend ce chemin? Carrefour s'inspire totalement de cette approche-là. D'accord. Donc on est... Bon, ça bouge. Allez, la troisième limite, le manque d'engagement validé par la science. Là aussi, il y a très peu d'entreprises dans le monde qui vont jusque-là? Oui, tout à fait. Alors, à nouveau, l'organisme qui effectivement valide ça, c'est le SBTI, on l'a bien dit. Aujourd'hui, il y a 4900 entreprises qui se sont engagées dans cette démarche-là. Au niveau mondial? Au niveau mondial. Donc c'est rien du tout. Ben voilà, oui, exactement. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Alors qu'il faut bien être conscient aussi qu'un engagement dans cet aspect-là, ça permet aussi pour l'entreprise d'avoir une meilleure notation extra-financière. Ouais. Or, c'est essentiel. C'est comme travailler, ce que j'ai dit tout à l'heure, sur l'économie de la fonctionnalité, qui a beaucoup d'avantages en termes financiers aussi. Et donc, tout ça permet d'avoir véritablement une meilleure notation extra-financière. Ouais. La notation extra-financière, ça va permettre de fidéliser les investisseurs, d'attirer de nouveaux investisseurs et puis, bien évidemment, d'avoir une meilleure valorisation de l'entreprise. Donc, l'impact est très positif aussi, à la fois en termes d'extra-financier, mais ça a une implication financière sur l'entreprise. Donc, bien évidemment, il faut que les entreprises prennent conscience que c'est une nécessité d'accélérer, en tout cas, dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci, Natacha Tréant, et à bientôt sur Bismart. C'était passionnant. On passe à notre débat tout de suite, débat sur l'avenir du bio, notamment en France.